Amis de la poésie, bonsoir. Je parle sur cette chaîne de poètes, d'écrivains, d'artistes, et parfois, avec une insolence patentée, je mêle l'air de rien certains de mes textes, me posant tranquillement au milieu de Charles Baudelaire et de Théophile Gautier. Aujourd'hui, je vais aller encore plus loin, puisque je vais consacrer une vidéo entière à mon roman, La poétique des flammes, et je vais aller jusqu'à aller prendre le temps de vous en lire un extrait. Mais permettez-moi avant de cela de vous en faire un bref résumé. Le narrateur du livre est Ninon, une jeune étudiante à Sciences Po qui ne connaît rien à la musique métal, ni de près, ni de loin. Moi, l'auteur, Lancelot, cela fait 20 ans que je joue dans des groupes et que je vais à des concerts. Je connais assez bien le milieu. Mais ma pauvre Ninon, elle n'y connaît rien. Et dans le doute, méprise un peu ces amateurs de musique bruyante qui manquent cruellement de raffinement. Mais par la force des choses, dans le cadre de ses études, elle se retrouve à devoir suivre le groupe quelque temps. Et, de fil en aiguille, la voilà qui se retrouve manager de ce groupe de métal bruyant. L'angle d'attaque est désormais évident. À travers ses yeux novices, nous allons découvrir ce milieu, déconstruire certains clichés, en renforcer d'autres, et surtout, suivre ce groupe, à Orasie, de ses petits concerts dans des bars miteux, jusqu'aux grandes scènes de festival. La fin, elle aussi, aurait pu paraître évidente. Le groupe devient célèbre, et Ninon se convertit au métal, devenant super fan et n'écoutant plus que cela. Ce n'est bien sûr pas comme cela que s'achève le livre. J'avais pour ambition, malgré le thème très moderne, de lui donner un souffle littéraire. Ai-je réussi ? Je ne le sais. J'espère en tout cas avoir évité les clichés grossiers du héros qui meurt ou du happy end hollywoodien. Dans ce livre, il y a des poèmes de ma composition. Il y a aussi des lettres écrites par les personnages, des interviews réalisées par Ninon, et même un journal personnel tenu par l'un des membres du groupe. J'avais plusieurs extraits en tête, mais c'est un livre très dense, et chaque personnage tient un rôle clé dans l'évolution de l'intrigue. Aussi, je n'ai d'autre choix que de vous lire le début du livre. Écoutez. D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été admirative face à ces étranges créatures qu'étaient les musiciens. Que ce soit Bon Jovi, capable d'hypnotiser n'importe quelle adolescente, Freddie Mercury, passant d'un moment de douceur mélancolique derrière son piano à un torrent vocal déversé sur le devant de la scène, Sting, dont les chansons traversent le temps avec autant d'élégance que lui, John Lennon, dont la voix et les lunettes ont marqué plusieurs générations, et tant d'autres encore dont je connais les mélodies, parfois même les visages, mais dont les noms m'échappent. Tous ont, depuis ma plus tendre enfance, exercé sur moi une indescriptible fascination. Je ne cite là que des chanteurs, mais voir ces doigts de guitaristes courir sur leurs manches, ces batteurs transpirer la virilité derrière leur fût, ces pianistes faisant chavirer l'âme à l'aide de quelques accords, ces violonistes dont les cordes semblent tirer leurs pleurs d'accords tourmentés, je le redis. Ils me fascinent. Les artistes en général me fascinent. Je ne parle pas là de ces âmes brisées, essayant d'exprimer leur médiocrité à travers quelques tentatives malheureuses de performance contemporaine. Non. Je parle de ces maîtres de leur domaine qui arrivent à faire vibrer tout un public par leur seul génie. Avant ma rencontre avec ce style musical qu'est le métal, je pensais que ces apôtres faisaient partie de la première catégorie, se contentant de hurler comme des ânes dans leur micro, de marteler leur batterie pour l'unique plaisir de faire du bruit, et de gratter au hasard les cordes d'une guitare dans l'espoir de donner une illusion de virtuosité. Je suis pourtant forcé d'admettre aujourd'hui, après plus de 2 ans en complète immersion, qu'outre la maîtrise technique et le talent créatif indéniable, il arrive à se dégager de cette musique une force, une aura puissante, presque mystique, qui capture l'esprit de l'auditeur, fait vibrer son âme et le laisse entrer en une manière de communion réservée aux seuls initiés. Le profane n'en percevra toujours que du bruit. Cet univers, si difficile à aborder, est bien souvent victime de préjugés. En tête de liste des détracteurs du métal, il y avait moi, Ninon, hautaine et suffisante Ninon, étudiante à Sciences Po, incapable de considérer ce débordement sonore comme autre chose qu'une triste plaisanterie. J'avais choisi un master m'ouvrant les voies du monde de l'art, mais je me projetais plutôt comme directrice du Louvre ou du musée des Confluences que comme chantre de la musique métal. Cette expression, musique métal, était pour moi un oxymore. Pour aller vraiment jusqu'au fond de ma pensée, j'évitais de trop m'attarder sur les créations actuelles pour me consacrer à l'Antiquité, à la Renaissance, ou encore au romantisme du XIXe siècle.
Réalité que je dissimulais de mon mieux à mes professeurs qui se seraient outrés de mon profond manque d'ouverture. Mais j'étais ainsi, je me passionnais d'art, pas d'errance. Je m'intéressais à Euripide plus qu'à Brecht, à Huysmans plus qu'à Becbédé, à Bouguereau plus qu'à Klein, et bien sûr à Wegner ou Berlioz plus qu'au métal. À côté de cela, je n'avais pour expérience musicale vivante que mes sorties en boîte de nuit. Je ne connaissais ni l'intensité d'un concert amplifié, ni la forme d'alchimie qui naissait des membres d'un groupe sur scène. Si je pouvais méditer sur la sonate au clair de lune de Beethoven, si je pouvais être prise de transe en écoutant la toccata de Bach et sa fugue en ré mineur, je ne savais danser. Je ne savais expulser mon excès d'énergie qu'avec ces musiques aux basses surmixées que l'on nous offre en discothèque. Un public de métalleux chantant en chœur Valhalla ou Run to the Hills, c'était pour moi une expérience parfaitement inconnue. Une fosse se transformant en arène d'affrontement pour pogoteurs, ou se séparant en deux en préparation d'un mur de la mort, était au-delà de tout ce que je pouvais concevoir. J'avais le bon goût de connaître Queen et Police, mais c'était là le summum de ce que j'étais en mesure d'encaisser en violence musicale. Nonobstant le Dies Irae du Requiem de Verdi, ou encore le deuxième mouvement de la 10e symphonie de Shostakovich, évidemment. Il se trouve pourtant que, sans vraiment le savoir, je fréquentais depuis quelques semaines l'un de ces métalleux. Croisé au détour de la place Saint-Pierre, à Toulouse, sa figure d'ange et ses manières de gentleman un peu trop imbu de lui-même avaient étrangement su me séduire. Ses longs cheveux noirs et sa veste en jean auraient dû m'interpeller, me prévenir que j'avais là affaire à un être venant d'un autre monde. Mais je sortais d'une rupture difficile, et comme il semblait légèrement moins écervelé que le rugbyman moyen s'agglomérant en troupeau sur cette place estudiantine, je me laissais charmer. Quand je découvris son infâme secret, son amour et sa pratique du métal, je ne sus si je devais immédiatement faire évacuer de ma vie cet artiste, digne enfin du XXIe siècle, ou si je devais au moins lui accorder le bénéfice du doute. Peut-être jouait-il aussi un peu de vraie musique. J'allais dans 3 mois entrer en master à Sciences Po, en culture et production des savoirs, et je n'avais pas la moindre idée du sujet que j'allais traiter dans ma mémoire. J'avais bien sûr encore un peu de temps devant moi, mais il me fallait des pistes de réflexion. J'eus la faiblesse d'en parler à mon métalleux de compagnie, Nick, diminutif de Nicolas, mais personne ne le nommait ainsi. Je ne pouvais décemment pas l'appeler mon petit ami, cela faisait tout juste 1 mois que nous nous fréquentions, et je n'étais de toute manière absolument pas prête à me lancer dans une quelconque relation, que j'entretenais pourtant malgré moi. Pour ma défense, j'avais en face de moi un appareil fort avenant. Il avait une chevelure me rappelant furieusement le beau Rollon dans la série Viking, tout en gardant un visage très fin, doux, qui contrastait avec sa barbe taillée parfaitement. Il était grand, probablement plus d'1m80, et avait les épaules suffisamment dessinées pour que je n'aie à me plaindre de rien de ce côté-là. Ajoutons à cela qu'il était très bon guitariste. Les artistes avec du talent m'ont, au risque de me répéter, toujours fasciné. J'abordais donc mon problème avec Nick. Celui-ci me suggéra, pour plaisanter, de prendre pour sujet son groupe de musique, qui s'appelait Aorasie. L'idée en soi n'était pourtant pas mauvaise. J'envisageais de me spécialiser en M2 en études culturelles, culture, médias et politique. Aussi, suivre le parcours d'un groupe de musique actuel, le voir se battre, grandir, évoluer dans le monde artistique, c'était là un sujet de mémoire tout à fait pertinent. Un seul souci. C'était un groupe de métal, pas de musique.